Imaginez la scène, un pâturage bien vert, un troupeau qui profite, et puis tout à coup, c'est l'urgence, une détresse respiratoire aiguë. On va se pencher aujourd'hui sur la pneumopathie interstitielle atypique bovine, et c'est un véritable casse-tête, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement. Au début, tout semble parfait, c'est presque une carte postale. On a un lot de bovins, souvent des adultes d'ailleurs, qu'on vient de mettre dans une prairie magnifique, bien riche. On se dit, super, c'est la récompense après la stabulation hivernale. Elles vont prendre de l'état. Personne ne s'imagine que ce décor de rêve va virer au cauchemar. Et pourtant, la réalité, elle est brutale. Une petite semaine, 10 jours maximum après la mise à l'herbe, et c'est l'appel en urgence. On se retrouve face à des animaux qui luttent littéralement pour leur vie, qui cherchent leur air. C'est ce contraste saisissant, ce paradoxe, qui est la véritable signature de cette pathologie. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre le fil d'une véritable investigation clinique. On va commencer par l'urgence au pré, puis on cherchera le coupable. Ensuite, on verra comment résoudre l'énigme clinique avant de parler du verdict, du pronostic et surtout de la stratégie de prévention. Ok, première étape, l'urgence au pâturage. Le point de départ, c'est quasi toujours le même. Le téléphone sonne. C'est l'éleveur, paniqué, qui explique que plusieurs de ses bêtes sont gonflées et qu'elles respirent très très mal. Et quand on arrive sur place, eh bien le spectacle est souvent saisissant. Son nom scientifique, c'est l'emphysème et œdème pulmonaire aigu des bovins, ou EEPAB. Franchement, ça décrit parfaitement ce qu'on trouve à l'autopsie. Mais l'élément absolument crucial, le vrai indice qui doit faire tilt, il est dans les commémoratifs. Ce fameux changement de pâture récent, pour une herbe bien grasse, bien luxuriante. Maintenant, la question à 1 million. Qui est le coupable? On pourrait penser à un virus, une bactérie. Eh bien non. Il faut oublier tout ça. Ici, on a affaire à un ennemi intérieur. Le coupable, c'est une toxine, oui, mais une toxine produite par l'animal lui-même. Voilà la cascade des événements. Tout part d'un élément a priori anodin, et même essentiel, un acide aminé, le L-tryptophane. Le problème, c'est qu'il est présent en très grande quantité dans cette fameuse herbe jeune et luxuriante. Alors comment ça marche? C'est une vraie bombe à retardement métabolique. D'abord, la vache ingère des tonnes de ce L-tryptophane. Ensuite, dans le rumen, la flore microbienne s'en mêle et le transforme en 3-méthylindole. Cette molécule passe dans le sang et c'est là que ça se complique. Arrivée dans les poumons, elle est métabolisée par les cellules de Clara via les cytochromes P450 et là, elle devient une pneumotoxine ultra puissante qui va tout simplement détruire les pneumocytes de type 1. Le résultat, œdème et emphysème massif. Bon, maintenant qu'on a le mécanisme, revenons sur le terrain. Comment on assemble toutes les pièces du puzzle pour poser le diagnostic? Le tableau clinique est vraiment parlant. On a une dyspnée expiratoire très marquée avec ce grognement typique à chaque expiration. La bête a la tête et le cou tendus, les naseaux grands ouverts. Un détail super important, il n'y a pas ou très peu de toux. Ça doit vraiment mettre la puce à l'oreille. Et puis, il y a le signe quasi-pathognomonique, cet emphysème sous-cutané le long du dos. On passe la main et ça crépite. C'est très, très évocateur. La chronologie des événements est aussi un pilier du diagnostic. Tout se joue dans ce fameux créneau de 5 à 10 jours après la mise à l'herbe. C'est presque mathématique. Pour les animaux qui s'en sortent, il faut être patient. L'amélioration est très lente. La phase aiguë dure environ 3 jours, mais la vraie récupération fonctionnelle, elle, va prendre des semaines. C'est le temps nécessaire pour que les pneumocytes de type 2 fassent leur travail de réparation en proliférant et en se différenciant. Donc, pour résumer, le diagnostic de certitude, c'est un triptyque. On a l'anamnèse avec le changement de pâture, on a la clinique avec les signes qu'on vient de voir, et on a la nécropsie qui vient confirmer le tout. Isoler un seul de ces 3 éléments ne suffit pas, c'est vraiment leur cohérence qui bétonne le diagnostic. Et à l'autopsie, les lésions sont spectaculaires. C'est la confirmation visuelle de tout le processus. Les poumons sont gorgés d'eau, très lourds, caoutchouteux. Quand on ouvre la cage thoracique, il ne s'affaisse pas du tout, il reste figé. L'emphysème interstitiel est partout, il dissèque les lobules pulmonaires, on voit parfois des bulles énormes, c'est vraiment impressionnant. Si on pousse l'analyse jusqu'à l'histologie, l'évolution est tout aussi nette. Pour un animal qui meurt en pleine crise, le microscope montre de la congestion, de l'œdème alvéolaire et des membranes hyalines. C'est la phase exsudative. Par contre, si l'animal a tenu quelques jours, l'image change complètement. L'œdème se résorbe et on observe une hyperplasie massive des pneumocytes de type 2. C'est la signature de la phase de réparation qui se met en place. Passons maintenant à la partie la plus difficile, et pour être honnête, la plus frustrante de cette affection, le traitement et le pronostic. Là, il faut être très clair, il n'existe pas de traitement efficace. C'est un fait. Les lésions pulmonaires s'installent trop vite et sont beaucoup trop graves. Une fois que la cascade toxique est lancée, c'est trop tard.
Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de gérer les symptômes et d'offrir un traitement de soutien, mais on ne guérit pas la cause. Bien sûr, tous les cas ne sont pas identiques. Pour les formes légères, les animaux peuvent s'en sortir tout seuls. Mais dès qu'on entre dans la détresse respiratoire sévère, le pronostic devient vraiment sombre. On parle de taux de mortalité qui peuvent grimper jusqu'à 30, voire 50% des animaux atteints. C'est énorme. Et là, c'est une règle d'or absolue. On ne touche pas, ou le moins possible, aux animaux gravement atteints. Le moindre stress, la moindre course, la moindre contention peut suffire à les faire décompenser et à provoquer leur mort sur le champ. Paradoxalement, le meilleur traitement est parfois de ne rien faire et de les laisser le plus tranquille possible. Heureusement, après ce tableau un peu sombre, il y a une bonne nouvelle. Si on est démuni face au traitement, on est en revanche très bien armé pour la prévention. C'est là que tout se joue. Tout est une question de gestion du pâturage. Il y a plusieurs leviers. On peut agir sur la prairie elle-même, la faire pâturer avant qu'elle ne soit trop riche, ou attendre une bonne gelée qui va modifier la composition de l'herbe. Ou alors, on peut agir sur les animaux, limiter le temps de pâturage au début, faire une transition en donnant du foin avant de les sortir, pratiquer le pâturage au fil, bref, éviter l'ingestion massive et brutale. Il existe aussi une carte médicale à jouer. Ce sont les ionophores, comme la monensine. Leur rôle, c'est d'inhiber spécifiquement les bactéries du rumen qui sont responsables de la conversion du L-tryptophane en 3-méthylindole. On coupe le mal à la racine. Mais attention, le timing est crucial. Ça doit être administré avant la mise au pâturage à risque, sinon ça ne sert à rien. Au final, quand on se retrouve face à une prairie qui crie « danger », la vraie question n'est pas « faut-il faire quelque chose ?», mais plutôt « par quoi commencer ?» Quelle est la meilleure mesure préventive à choisir pour ce troupeau dans ce contexte ? C'est une réflexion qui, littéralement, peut faire la différence entre un troupeau en bonne santé et une catastrophe.